Hey, salut les tiches, salut les meiches. Ah non, merde, je me suis trompé de chaîne. Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Cette petite introduction, parce que j'ai passé ma journée, 6 heures de suite, à jouer à KDM. Du coup, je me prends pour Alex des jeux en cravate, et clairement, on ne parlera pas de KDM dans cette vidéo, mais c'est un petit bijou. Pour l'instant, je n'ai que 6 heures de jeu, donc c'est un peu tôt pour vraiment me prononcer, mais je n'ai qu'une envie, c'est de finir de tourner cette vidéo pour réouvrir la table et aller affronter à nouveau une petite antilope pour me préparer pour la venue du boucher. Franchement, un jeu, une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Pour l'instant, ce sont 6 heures de pur plaisir. Allez, on attaque la nouvelle année. Ça sera le premier Ezogma quoi du jour de l'année et on va parler de 5 jeux. Les 3 premiers, ce seront les vraies pièces à se mettre sous la dent cette semaine. On va parler des Heredity, on va parler de Kingdom Legacy, Feudal Kingdom, on va parler de Horizon de Spirit Island. Et en fin de vidéo, on va parler un peu plus brièvement de 365 Aventures Donjons, je crois que c'est ça le nom, et de La Clé. On va en parler très rapidement pour des raisons tout à fait pertinentes que vous découvrirez en fin de vidéo. Hop, je me décale de quelques centimètres vers la droite parce que je viens de remarquer que je n'étais pas centré. Et puis on va commencer tout de suite, et ben allez, on va commencer par Horizon de Spirit Island, un jeu de Eric Russ. Alors je vous préviens tout de suite, il y a une partie solo qui sortira sur la chaîne mardi ou jeudi prochain, elle est déjà tournée. Mais je sais que le retour sur le jeu est pas mal attendu, donc je me suis dit que ça serait pas mal pour cette vidéo. C'est toujours l'auteur de Spirit Island et c'est un jeu qui se veut plus accessible. Je crois que Spirit Island c'est genre 4 sur 5 de BGG, de difficulté sur BGG, et là on est à 3,5 sur 5, donc effectivement c'est plus simple. Mais finalement, quelle est la différence entre Horizon de Spirit Island et Spirit Island? Est-ce que c'est une version vraiment simplifiée? Est-ce que c'est le même jeu? Qu'est-ce qui change? Ben déjà, ce qui change, c'est ça, c'est 2 fois moins cher. 2 fois moins cher. Spirit Island, c'est un jeu qui coûte une couille. Au départ, il y a quelques années, je crois que c'était 60 € et maintenant on est à 80 € et en fonction des boutiques, ça peut monter plus cher. 80 €, c'est une hérésie. Alors certes, il y a du beau matériel, il y a pas mal de cartes, etc. Et puis tout ce qui concerne les envahisseurs sera en plastique et tout ce qui concerne les esprits sera en bois parce que effectivement on est des esprits, on va essayer de protéger notre île des différents envahisseurs et donc nous on sera plutôt sur le bien-être de la nature, tout ça, donc on sera sur du matériel noble, le bois et les envahisseurs, les méchants qui ravagent notre terre, c'est du plastique polluant. Mais tout ça, ça a un coût, probablement un coût un peu surestimé, mais en tout cas ça coûte une couille, Spirit Island, et là on a une version essentielle, comme il est sorti récemment pour Everdell, etc. C'est une version à 40 €, 2 fois moins cher. On a 5 esprits, ce qui est peut-être moins cher moins qu'une boîte de base, je ne sais pas. On a sûrement un petit peu moins de tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a plus que des tokens en carton. On n'a plus de plastique, on n'a plus de bois, c'est du token, c'est une version vraiment essentielle. On n'a plus non plus des îles qu'on va devoir associer, enfin des régions qu'on va devoir associer à la manière d'un puzzle. Là, on aura un plateau unique qui ne va pas changer, ça sera toujours les mêmes régions, les mêmes zones au même endroit. Côté 2 joueurs, on retourne côté 3 joueurs. On ne peut aussi jouer qu'à 3 joueurs maximum sur cette mouture, là où peut-être on pouvait jouer à 4 sur le Spirit Island de base, mais je suis pas sûr à 100%, mais je pense que oui. On peut même sûrement jouer à plus que 4, mais je n'en sais rien. Donc voilà, c'est vraiment une version essentielle à 40 €. Là où, si vous êtes tenté par Spirit Island, franchement, ça va être compliqué de se tenter à 80 balles, bah là, version accessible 40 €. Le jeu est plus simple. En fait, le jeu présente exactement les mêmes règles que le jeu de base. Les règles ne sont pas plus allégées. Ce qui fait du coup que c'est une difficulté de 3,5 et non plus de 4, c'est que le jeu est plus simple. Les esprits qu'on va pouvoir utiliser sont des esprits qui sont simples à gérer, il n'y a pas d'effet extraordinaire, et par contre qui sont assez forts et ils facilitent, ils génèrent facilement de la peur auprès des envahisseurs. Parce que Spirit Island, si vous ne savez pas, c'est un jeu où vous allez un peu essayer de gérer, c'est du contrôle de territoire avec l'envahisseur qui va construire, qui va explorer des lieux, puis les construire, puis les ravager, et potentiellement créer de la désolation, et donc ravager votre île. Vous allez devoir jouer vos positionnements et ceux de Daan, des habitants de l'île, et avec vos cartes, tout ça, essayer de défaire les attaques des envahisseurs. Et pour ça, une des armes qui est assez forte, en plus de la bagarre, c'est d'aller faire peur aux différents envahisseurs. Et donc dans ce jeu-là, vous faites facilement peur, vous avez des esprits qui sont aussi assez forts. D'ailleurs sur les 5, il y en a 3 qui se jouent assez facilement en solo, donc c'est une boîte qui est plutôt pas mal pour découvrir le solo, mais sinon c'est strictement les mêmes règles, c'est juste que le jeu est facilité. Je n'ai pas comparé si les cartes pouvoir qu'on va pouvoir recruter sont les mêmes que dans la boîte générale, mais j'ai cru entendre que peut-être que oui. Je ne sais pas si les cartes peur sont les mêmes ou pas, aucune idée. Mais par contre, les esprits sont simples et
on génère facilement de la peur. L'autre chose, c'est que normalement, vous avez souvent des effets qui permettent d'avoir des cartes pouvoir. Normalement, vous en prenez 4 au-dessus de la pioche et vous en choisissez une, celle qui rentre le mieux dans vos stratégies, dans les icônes, dans les éléments, etc. Et bien là, ça vous propose une variante pour avoir une version plus accessible, c'est d'avoir déjà un deck préconstruit où ils vous disent bah, mettez telle carte, telle carte, telle carte dans tel ordre. Et donc quand vous piochez une carte, bah, en fait vous prenez la première de cette carte, de ce deck préconstruit, ce qui fait que vous avez un ordre des cartes, des pouvoirs qui vont parfaitement ensemble, qui synergisent bien, qui fait que votre esprit est de plus en plus fort et du coup vous cassez pas la tête à choisir les cartes là où vous êtes peut-être un peu perdu en découvrant. Je n'ai jamais utilisé cette variante puisque finalement le plaisir de Spirit Island c'est de se casser la tête justement à choisir le pouvoir etc. Mais là justement ça vous propose une version un peu straightforward qui vous propose d'être puissant dès le départ. Et puis bah l'autre chose qui n'existe pas dans Horizon de Spirit Island c'est que pour corser le jeu, dans le jeu de base on peut avoir des scénarios et des adversaires qui vont rajouter des règles, de la complexité, de la profondeur supplémentaire. Ça n'existe pas. Côté essentiel, moins de matériel, et puis côté finalement plus simple. Ceci dit, du coup, si vous avez peur, comme moi, de vous lancer dans Spirit Island parce qu'on vous dit, vous entendez partout que c'est un jeu compliqué, etc., et ben les règles de base sont finalement assez simples. Je dis règles de base parce que quand on rajoute des extensions, ben, il y a plein de trucs qui se rajoutent, mais finalement les règles sont simples et les personnages sont plutôt forts, etc. Donc vous allez prendre plaisir parce que clairement Spirit Island, je l'ai découvert avec cette version-là et c'est vraiment excellent. C'est vraiment tout le temps limite, on n'a pas grand-chose de vaciller, mais quand on arrive à déclencher la peur et à repousser les envahisseurs, c'est vraiment ultra jouissif. Ça marche parfaitement bien en solo. Franchement, c'est une parfaite porte d'entrée qui saura d'ailleurs vous contenter un certain temps. Hein. Vous n'allez pas faire 2 parties et vouloir acheter la boîte de base. Peut-être que si, mais pas parce que ça manque de contenu. Vous avez de quoi jouer quand même un petit moment. Horizon de Spirit Island, c'est un Zeugmador, et très clairement, je pense que Spirit Island, c'est aussi un Zeugmador du coup, mais franchement, très très belle découverte. Je suis content d'avoir enfin pu me lancer dans la saga grâce à cette boîte d'initiation. Allez, maintenant, on va parler de Kingdom Legacy Feudal Kingdom, et pas de ces 2 extensions que je n'ai pas joué, mais je vais vous en parler quand même un petit peu. C'est une boîte qui m'a été envoyée par Intrafin Games, c'est une localisation, c'est fait par Frix Games, donc la famille Frixellus, donc Terraforming Mars et Tutti Quanti. C'est un jeu qui est illustré par Adobe IA, par l'IA de Adobe, donc Adobe Firefly, hein, c'est le nom de l'IA, c'est ça. Donc c'est de l'IA, comme de toute façon la plupart des jeux de chez les frères Frixellus, hein, soit c'est de l'IA, soit c'est de la base de données. Donc ça ne sera pas plus choquant que ça. C'est écrit dans le titre, c'est un jeu Legacy. S'il n'est pas écrit dans le titre, c'est que c'est un jeu uniquement jouable en solo. Ça coûte vraiment pas cher, ça coûte moins de 15 €, et d'après la fiche BGG, ça vous promet une campagne de 6 heures. Moi, j'ai mis un petit peu moins de 3 heures pour la faire. Comment ça marche? Eh ben, vous avez un paquet de cartes, et sur ces cartes-là, finalement, alors je vais en prendre 20 au hasard. Ça va être du spoil. Ça va être un jeu finalement où vous allez avoir un deck de cartes. Deck de cartes de départ, sans aucun aspect legacy, sans aucun aspect particulier, des cartes un peu de base. Vous allez en piocher, j'ai déjà oublié si c'est 4 ou 5, je ne sais plus, allez on va dire que c'est 4. Sur ces cartes-là, finalement, vous allez avoir des ressources. Vous allez avoir éventuellement un effet. Vous pouvez défausser certaines cartes pour activer certains effets. Ou alors, vous avez un coup d'amélioration. Alors, ce n'est pas le cas sur cette carte-là, mais de toute façon, c'est trop petit pour que vous puissiez voir. Voilà, par exemple, cette carte-là, il y a un coup d'amélioration. Si je veux l'augmenter, il va falloir 2 ors, 2 bois et 2 pierres. Et finalement, comme dans un Palm Island, mais version table, eh ben, vous avez une action à choisir, ou plutôt une amélioration à faire pour défausser ces cartes-là et en rajouter des nouvelles. Et finalement, bah, à vous de choisir quelle carte vous souhaitez améliorer parce que vous avez finalement les bonnes ressources disponibles sur les autres cartes. Et donc dans ce cas-là, manière de Palm Island, hop, vous tournez la carte, mais il y a 4 améliorations possibles, bah d'ailleurs comme dans Palm Island, donc ça peut être retourné et encore retourné, et donc forcément vous avez des ressources de plus en plus importantes, ou des points de victoire de plus en plus importants, et du coup des coûts d'amélioration de plus en plus importants. Vous allez faire ça, une fois que vous avez fini votre pioche, eh bien vous allez tout remélanger, et vous allez rajouter 2 nouvelles cartes du paquet. Petit à petit, vous allez découvrir des nouveaux événements, des nouveaux bâtiments, des nouveaux personnages, et ça va être toujours toute une défausse plus 2 cartes, sachant que vous commencez avec 20 cartes, et que vous déclenchez la fin de la partie quand vous piochez la 70e carte. 70e carte, sauf que il y a à peu près, ça ne doit pas être à peu près, ça va être écrit quelque part.
Bon, je sais plus, mais je crois que ça va jusqu'aux cartes 140 ou un truc comme ça. Donc, il y a quand même la moitié des cartes que potentiellement, vous n'allez pas avoir. Vous allez les récupérer, ces cartes, en faisant certaines améliorations, en tuant certains adversaires, etc. Et pourquoi c'est un legacy? Parce qu'il y a certaines cartes qui vont vous dire quand vous avez vaincu ou quand vous avez fait telle amélioration, vous déchirez cette carte. Ou des fois, ça vous dit, eh bien, coller un petit sticker sur une des cartes. Donc vous l'améliorez de manière définitive, et souvent, c'est à vous de choisir de quelle manière vous l'améliorez. Ça vous dit de choisir un sticker là, là ou là, ou alors c'est parce que vous avez débloqué une carte qui vous permet à certains moments d'améliorer certaines cartes. Donc voilà, ça fait des cartes qui n'existent normalement pas de telle manière en jeu. C'est un jeu qui n'est absolument pas narratif. Vous allez peut-être vous créer vous-même votre histoire parce que vous avez réussi à avoir au départ une simple jungle qui devient des arbres géants puis qui devient une jungle profonde, etc. Ou alors parce que vous avez un hôtel qui devient petit à petit un oratoire puis un temple, mais voilà, vous n'attendez pas à de la narration, il n'y a aucune histoire, vous allez juste avoir des bâtiments que vous allez améliorer et donc votre royaume va changer petit à petit. Ce qu'il faut retenir de ce jeu, c'est que c'est finalement un simple jeu de conversion de ressources pour améliorer de cartes. Et à la fin de la partie, vous avez un scoring qui dépend des scorings notés sur les cartes, mais aussi d'objectifs que vous aurez en début de partie et que vous allez aussi débloquer en cours de partie. Vous allez devoir faire des choix. Et c'est pour ça que sur la boîte, vous avez de quoi écrire. Il y a même des fois sur des cartes, vous allez ici, vous avez plein de ressources auprès de la marchande, vous allez barrer des ressources sur les cartes, elles ne seront plus disponibles. Encore le côté legacy. Et donc je vous disais, vous avez un scoring sur le côté, enfin plein de scoring, c'est vous qui notez le scoring, et donc moi j'ai fini ma partie avec 264 points, ce qui veut dire que Alex, je t'ai largement ravagé avec tes 170 points ou un truc comme ça, et pourtant 264 c'est pas encore très fou. Ça c'est pour le fonctionnement global du jeu. Moi ce jeu finalement ça a été une petite déception. En fait, j'ai passé 3 heures à jouer non-stop à ce jeu. Ça m'a pris, c'est addictif. Vous vous améliorez, vous prenez 4 cartes, vous en améliorez une, vous en repiochez 4, vous en améliorez une, vous en piochez 4, vous en améliorez une. Vous êtes content quand vous arrivez à améliorer une carte qui demande pas mal de ressources et que ça y est, c'est le bon moment pour réussir à l'améliorer et que vous découvrez un truc un peu fou derrière. C'est très addictif, ça je dis pas le contraire, et du coup en ça marche bien. Par contre, c'est un jeu où l'objectif, c'est de faire le plus gros score. Sauf que c'est un jeu legacy. Donc une fois que vous avez fait votre partie, que vous êtes terminé, vous faites votre calcul, vous arrivez à 264. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, vous pouvez aller vous identifier sur le site, mettre le code qui est sur la boîte et du coup vous aurez les AS scores et vous aurez votre classement. Mais du coup vous avez la frustration de j'ai fait une partie, j'ai ce score là, mais comment je fais pour m'améliorer? Puisque c'est legacy, ce jeu n'est pas recommençable. Donc bien sûr, vous pouvez aller racheter une nouvelle boîte, mais du coup, ça vous fait un jeu qui n'est plus à 15 €, mais à 30 €, et petit à petit, bon voilà, ça commence un peu à chier dans la colle. Et c'est ça, moi, le problème, c'est que si on vous donne un jeu avec un objectif de battre votre meilleur score, comment vous faites pour vous améliorer? Comment vous faites pour refaire une deuxième partie? Un jeu avec une narration où à la fin vous avez vécu une histoire, ça ne me dérange pas du tout d'être en legacy, mais là, moi, ça m'a vraiment gêné. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, en fait, tout simplement. D'autant plus que, au départ, je me suis dit, en fait, il y a des moyens sur BGG pour ne pas rendre un jeu destructible. Globalement, vous slivez toutes vos cartes. Ces petits stickers-là, vous avez une fiche téléchargeable sur BGG où quelqu'un a scanné ça. Vous les imprimez soit sur des petits papiers et vous glissez ça dans des sleeves quand vous faites les améliorations, ou alors vous imprimez ça sur des feuilles autocollants, ça coûte pas cher et du coup vous collez sur vos sleeves. Pareil, les fois où il faut barrer les ressources, au lieu d'abîmer vos cartes, vous glissez une petite feuille de papier calque dans la sleeve et puis vous la sortez, vous faites une petite croix ou vous écrivez carrément sur la sleeve. Il y a des moyens de rendre le jeu pas legacy. Et au départ, c'est ce que j'avais prévu de faire, parce que je me dis comme ça, j'allais pouvoir vous présenter le début d'une partie, jouer tranquillement, etc. Puis je me suis dit, bon, je savais pas encore exactement ce que c'était, mais je me suis dit, essaie de vivre le truc legacy à fond, essaie de te créer ton royaume, d'avoir une histoire, d'avoir un ressenti que tu pourras utiliser au fur et à mesure des futures extensions. Donc je me suis dit, YOLO, on y va. Mais clairement, j'ai l'impression d'avoir gâché mon jeu pour pas grand chose, parce que des cartes où on écrit dessus, il y en a 4 ou 5, il n'y en a pas énormément, et en vrai, ces cartes-là, c'est pas très difficile d'écrire sur une feuille les ressources qu'on a utilisées sans les abîmer. Les étiquettes, alors bien sûr, ça va dépendre vraiment de vos améliorations, etc. Mais déjà, il n'y a que ça en feuille avec des autocollants, donc il n'y a pas tant de fois que ça où vous allez coller des autocollants, et vous voyez qu'il n'y a que la moitié des fois où j'ai utilisé ces autocollants. J'ai surtout utilisé la puissance, j'ai collé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 autocollants sur, je pense, une trentaine. Alors bien sûr que j'ai pas fait le meilleur score du monde et qu'il y a moyen de faire mieux, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir
niquer mon jeu pour pas tant de choses que ça. Il n'y a pas tellement de cartes qui sont abîmées, il n'y a pas tellement d'autocollants qui sont collés, et malheureusement, je ne peux pas essayer de recommencer, je ne peux pas essayer de battre mon score sans avoir besoin, nécessité de racheter un jeu. Et c'est ça qui me frustre énormément parce que le jeu est addictif. On s'amuse dans l'idée d'améliorer, même si on ne vit pas grand-chose, et ça se termine, vous avez un score, ça se termine un peu brutalement. Il y a la moitié des cartes que vous n'avez pas découvertes, que vous n'avez pas utilisées, mais vous ne pourrez jamais les découvrir parce que vous ne pouvez pas recommencer votre jeu. Et ça, moi, je trouve ça ultra frustrant. Alors, si vous avez trouvé le jeu un petit peu court, il y a dans la boîte de base 3 cartes qui sont considérées comme des extensions. C'est-à-dire que vous prenez une de ces cartes et vous pouvez faire un choix dessus et ça vous permet de refaire un tour entier de deck. Et donc dans ce cas-là, une fois que vous avez fait un tour entier de deck, donc une manche, vous pouvez recalculer votre nouveau score, qui sera forcément un peu plus haut parce que vous aurez un tour de plus. Vous avez 2 extensions. Du coup, je n'ai pas ouvert parce que ça m'a gavé d'avoir l'impression d'avoir un score, mais de ne pas avoir ma chance de me battre, de l'améliorer. Vous avez 2 extensions, Adventures et Marchand. Ça rajoute 29 cartes et 26 cartes, avec du coup quelques améliorations, quelques trucs supplémentaires. Comme à chaque fois, on rajoute 2 nouvelles cartes par extension, par tour de jeu. Donc finalement, une extension de 15 cartes, ça va vous rajouter... Parce qu'en fait, il y a une purge, il y a des cartes que vous allez supprimer, des cartes que vous améliorez. Globalement, ça va vous rajouter 10 tours de jeu, là où une partie de base, c'est 25 tours, il me semble. Et donc, vous pouvez faire une micro-extension de la boîte, un tour avec un paquet, une micro-extension de la boîte, un paquet de une nouvelle extension et la dernière micro-extension. Donc ça vous permet de rajouter, de rallonger votre jeu, mais toujours avec cette idée que vous allez améliorer votre score, mais vous ne pourrez pas recommencer de zéro et améliorer votre partie pour pas grand chose. Et moi, j'insiste là-dessus, mais je suis vraiment déçu d'avoir abîmé mon jeu. Ça coûtait pas grand chose, finalement, de le sliver et d'imprimer les trucs, parce que j'ai pas l'impression que ça soit un legacy qui soit si legacy que ça, quoi. On vous dit d'arracher une carte, vous n'êtes pas obligé de l'arracher, vous la mettez dans un coin et c'est tout. Alors bien sûr, si vous slivez vos cartes, pour faire ça, ça rentre plus dans la boîte, il faudra acheter une petite deckbox. Mais clairement, du coup, ça sera 15 dogmas d'argent à cause de cette sensation de legacy où j'ai plus l'impression que c'est plus dans l'idée de vous faire acheter des boîtes, dans l'idée d'un modèle économique lucratif que vraiment pour vous faire vivre quelque chose. Parce que de toute façon, vos cartes, vous les améliorez déjà jusqu'à 4 fois, donc vous n'êtes plus à un petit sticker près. C'est pas ça qui fait que ah ouais, j'ai vécu un jeu extraordinaire parce que j'ai collé une pièce d'or sur une carte. Non, c'est pas ça, ça change pas grand chose. J'ai plus l'impression que c'est un legacy mercantile qu'autre chose. Par contre, si on joue à Kingdom, Feudal Kingdom et non pas à Kingdom Legacy, c'est addictif. On enchaîne les tours et on finit le jeu en ayant joué 3 heures de suite. Bon, moi j'ai été plutôt rapide. Alec, je crois qu'il a joué 6 heures. Mais voilà, Zeugma d'argent. Franchement, si vous êtes chaud là-dedans, faites en sorte que ça soit pas un legacy. Je trouve que moi j'aurais envie de refaire une partie dans un mois pour améliorer mon score et c'est pas possible et je vais pas acheter 15 balles à chaque fois pour améliorer mon score. Surtout que le jeu ne sera pas édité de manière infinie non plus, quoi. Allez, on se retrouve pour le 3e jeu, le 3e gros jeu, Heredity de Darukat avec son extension qui vient de sortir, Souvenir. C'est un jeu de Jérôme Camps et Laurent Cobel. Laurent Cobel, illustré par Tania Sanchez-Fortune et Aurélien de la Zong. Et sur l'extension, on rajoute Guillaume Tavernier et Paul Fénas à l'écriture. C'est pas pour rien en fait que j'imitais Alex des Jeux en Cravate, parce que on a parlé de Kingdom Legacy chez lui, Heredity c'était son jeu narratif de l'année dernière, donc voilà, tout est, je parlais de Kingdom, Death Monster en introduction, tout est un peu lié chez lui, allez vous abonner. Heredity du coup, je m'y étais pas du tout intéressé l'année dernière, parce que j'étais pas trop dans l'idée de faire des jeux à campagne, parce que un seul bureau, pas la possibilité d'installer un jeu, etc., le même bureau que mon ordinateur, donc même si c'était une campagne que je savais courte, pas envie de laisser installer un jeu ou de devoir le réinstaller à chaque fois. Mais toujours est-il que tout le monde avait été assez dithyrambique sur le jeu, tout le monde avait dit que c'était excellent, etc. Gros jeu à jouer, enfin gros jeu, excellent jeu à jouer en solo, tout ça. Donc forcément, ça me faisait des petites caresses au niveau des fesses. J'avais envie d'essayer et donc j'ai contacté Darukat pour savoir si, à l'occasion de l'extension, il y avait moyen de profiter un petit peu et donc ils m'ont envoyé les deux. Heredity, c'est un jeu qui se déroule dans un univers
post-apocalyptique, ça n'a pas été forcément une apocalypse, mais c'est passé un gros truc qui fait que la civilisation telle qu'on la connaît n'existe plus, et donc il y a des gens qui vivent dans des petits havres de paix, mais il y a aussi pas mal de gens qui sont un peu à la manière à la Mad Max, qui sont un peu des voyous et qui vont faire un petit peu du trafic ou des choses comme ça. Et là, on va suivre l'histoire d'une famille qui vit dans une petite maison tranquille, et justement, elle va venir se faire attaquer, ni vu ni connu, et donc on va voir comment on va s'en échapper, etc. Clairement, le scénario, c'est le point fort. Le jeu est court, il y a 5 actes dans la boîte de base, et puis on va rajouter 2 souvenirs après, mais on y viendra après. Il y a 5 actes. En solo, ces actes ont duré 1h30. Je pense qu'en multijoueur, où on va vraiment discuter les choix, etc., ça va durer 2 heures, 2h30 chaque chapitre, et que c'est peut-être un peu trop long. Mais en solo, vous arrivez à tout gérer tout seul, c'est 1h30, et l'histoire, sans être extraordinaire, c'est pas un truc jamais vu, si vous avez un peu l'habitude du cinéma, de la lecture, etc., c'est pas un truc qui va vous chambouler, mais c'est vrai qu'elle est franchement bien. Elle est assez poussée. La narration, en plus, elle n'est pas là c'est pas des livres, c'est pas un livre que vous devez sortir pour lire, ça s'apprend avec des cartes. Donc petit à petit, vous allez avancer dans le scénario, dans les découvertes, etc. Et vous allez découvrir petit à petit ce qui se passe. Donc c'est assez intuitif, c'est assez fluide. Le scénario se met en place au fur et à mesure du chapitre, et là-dessus c'est vraiment fluide. Et c'est vrai que c'est vraiment super sympa. Vous allez avoir là je vais parler un peu du gameplay, mais vous allez avoir 5 chapitres qui finalement sont tous très différents, qui vont vous emmener dans des endroits très différents, certains vont être un peu plus sur la discussion, d'autres vont être un peu plus sur la bagarre, d'autres vont être un peu plus toniques. On va vraiment brasser un large choix des possibles, avec un scénario qui va s'installer petit à petit, et au cours du jeu, vous allez faire des choix qui vous semblent un peu anodins, vous n'allez avoir aucun impact à l'instant T pendant la partie, mais à la fin, quand vous arrivez au grand dénouement, vous avez vraiment des conclusions différentes en fonction des choix que vous avez fait. Là, s'il y a tout qui ressort, etc., et vous faites « Oh, ok !» Et le scénario, j'ai trouvé franchement accrocheur, vraiment sympa. C'est vraiment un point fort, et tant mieux parce que c'est un jeu narratif. Le problème, c'est que j'ai trouvé le gameplay chiant. J'ai trouvé que c'était un gameplay d'un autre âge. Je ne joue pas souvent à des jeux narratifs, mais j'aime quand les jeux narratifs sont associés à un vrai gameplay, un truc qui nous donne envie de jouer. Là, clairement, ce qui me donnait envie de jouer, c'était de connaître l'avancée du scénario. C'est le scénario qui me donnait envie de jouer. Encore une fois, c'est un point fort, mais du coup, mes parties d'1h30, je trouvais ça un peu longué, et des fois, je me faisais quand même un peu chier. Parce que globalement, chaque personnage a 3 points d'action. Les points d'action, vous les répartissez sur vos fiches personnages. Ça dit peut-être de discuter, peut-être d'observer, peut-être de vous déplacer. Et donc, vous mettez vos pions sur le truc, et donc vous vous déplacez d'une carte, d'une case, parce que les cartes sont séparées en zones. Une fois que vous êtes sur l'endroit avec une icône, si vous faites votre action observer, vous allez observer je sais pas quoi et prendre telle carte. C'est ultra basique finalement, c'est juste dépenser des points d'action pour faire des actions ultra basiques. Il n'y a pas vraiment de truc ultra fou, mécaniquement pur, pas au niveau de l'ambiance, pas au niveau de la narration, et du coup c'est vrai que c'est un peu chiant, d'autant plus que chaque personnage a 3 cartes, et potentiellement des équipements qui vont sur 3 cartes, donc ça fait 9 cartes chacun. Si vous mettez 9 cartes, et vous avez 4 personnages et que vous gardez une zone au milieu pour jouer, clairement ma table d'1m80, elle était pas de trop quoi. Globalement, je pense que ça prenait un bon 1m60, donc ça prend énormément de place si vous jouez en solo et que vous mettez tout sur les côtés. Et clairement, je leur dis encore, niveau gameplay, je me suis emmerdé. 1h30, je trouvais ça long. J'ai enchaîné le scénario sur 3 jours parce que j'avais envie de connaître l'histoire. Mais clairement, si en plus je jouais avec d'autres personnes et que ça durait 2 heures, 2h30, j'aurais, je pense, abandonné. Par contre, encore une fois, je leur dis, chaque chapitre est franchement très différent. Et c'est vrai que même si le gameplay de base est chiant, le ressenti de chaque scénario fait que vous n'avez pas l'impression de jouer au même jeu à chaque fois. Vous avez quand même l'impression de faire des choses différentes. Et là-dessus, c'est vraiment bien foutu. Il y a vraiment 5 chapitres différents qui font une belle histoire avec 5 chapitres vraiment. Vous pourriez recommencer juste un chapitre parce que cette fois-ci, vous avez en plus envie de jouer tel genre de jeu et cette fois-ci tel genre de jeu. Mais en soi, le gameplay est chiant, quoi. Donc il y a un peu cette opposition. C'est bizarre de dire que chaque chapitre est différent et qu'on a l'impression de jouer 5 choses différentes, mais que pourtant on se fait chier lors du gameplay alors que l'histoire est bien. Mais moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, donc c'est difficile à expliquer. Donc, en soi, Heredity, pour moi, ça ne sera pas un Zogmador, ça n'a pas été la grosse branlée attendue. Je suis content que ça soit que 5 chapitres, justement parce que c'était chiant au niveau du gameplay, parce que du coup l'histoire se tient de manière assez concentrée, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, c'est parfait au niveau du scénario, mais c'est vraiment juste le gameplay. J'aurais aimé
une vraie mécanique, quoi, un truc un peu original. Alors il y a un petit truc original, c'est que quand vous attaquez, vous allez avoir une sorte de chaos bag, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez des cartes à retourner qui vont donner des +1, -1, +2, 0 à votre attaque, et donc ça va jouer un petit peu, c'est un petit côté fun, mais j'ai trouvé ça trop plat au niveau du gameplay. Donc Heredity, pour moi, ça sera un Zeugma d'argent, une bonne histoire, une belle histoire, que je ne recommencerai pas malgré le fait qu'on peut vraiment avoir des fins diamétralement opposées, parce que j'ai trouvé ça un petit peu mou au niveau du gameplay. Et donc, l'extension Souvenir, parce qu'on est là aussi pour parler de ça, ça rapporte 2 scénarios. 2 scénarios qui vont durer à peu près de la même durée, 1 heure. 1 heure pour le premier, je crois qu'il a été assez rapide, 1h30 pour le second. Et finalement, l'extension, je ne suis pas sûr qu'elle apporte grand-chose. D'un point de vue narratif, quand vous avez terminé cette boîte-là, que vous comprenez ce qui se passe, vous savez déjà ce qu'on va vous raconter là-dedans. Et finalement, il n'y a aucune surprise narrative. Là-dessus, j'ai trouvé ça très décevant. C'est toujours bien écrit, c'est toujours bien amené, mais vous savez déjà ce qui va se passer, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous savez toute l'histoire en ayant fini ça. Vous n'apprenez rien. Et ça, c'est dommage. Par contre, les 2 niveaux, encore une fois, sont très différents de ce qu'on a pu connaître dans la boîte de base. Les 2 sont très différents du même truc. Il y a quelques petites mécaniques, quelques idées originales. Ça ne change pas vraiment la base du gameplay qui est juste de choisir ses points d'action et les mettre sur nos fiches de personnages pour faire ses actions. Mais on arrive encore à avoir 2 chapitres différents, ce qui fait 7 phases de gameplay qui ne se ressemblent pas du tout, et ça c'est plutôt cool. Donc finalement celui-là est plus intéressant au niveau du gameplay, surtout que ça ajoute un peu d'asymétrie sur les personnages, ce qui n'était pas le cas dans le jeu de base. Tous les personnages étaient identiques. Là, les enfants ne vont pas avoir les mêmes facultés que les adultes. Bon, c'est très léger, mais ça rapporte un peu d'asymétrie. Donc niveau gameplay, c'est plus intéressant, mais niveau scénario, finalement, ça n'apporte vraiment rien. Donc, si vous avez vraiment adoré Heredity, ça peut vous replonger un peu là-dedans, mais vous serez sûrement déçu au niveau du scénario. Si vous avez trouvé Heredity moyen, c'est pas l'extension qui va vous apporter grand-chose. Voilà. Je resterai sur le Zeugma d'argent d'Heredity. J'ai trouvé l'extension plutôt dispensable, peut-être un Zeugma de bronze, mais je pense qu'elle est vraiment destinée à ceux qui ont kiffé Heredity. Dans ce cas-là, ils y trouveront probablement quelque chose. C'est une vidéo pas facile, parce que Kingdom Legacy, j'ai trouvé ça bon, mais le Legacy m'a pas plu. Heredity, j'ai trouvé le scénario vraiment bon, mais le gameplay m'a pas plu, donc je suis toujours un peu entre les deux sur parce que finalement un jeu narratif, quand vous jouez un jeu narratif, c'est pour la narration, donc j'ai eu mon compte au niveau de la narration, mais finalement j'aurais presque préféré juste lire l'histoire ou regarder le film, et non pas jouer au jeu, quoi. C'est ça le problème. Bon, on va passer sur 2 petits jeux dont je ne vais pas vraiment pouvoir vous donner d'avis, mais j'en parle parce que ça y est, c'est d'actualité. J'ai reçu au mois de septembre de Sorry We Are French 365 aventures, le donjon. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Eh bien, c'est un calendrier. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner d'avis puisque nous ne sommes pas encore le 31 décembre. Tiens, d'ailleurs, ça s'arrête au 30 décembre 2025. Il y a bien un 31, normalement. Non, c'est 31, j'ai juste dit de la merde. Je ne suis qu'au tout début, au premier mois. Je suis au 10 janvier, forcément, puisqu'on tourne ça le 10 janvier. C'est un simple jeu où finalement, vous allez devoir essayer de battre le plus d'ennemis à la fin de l'année. Et donc, comptez vos points. Chaque boss, chaque adversaire, c'est un point. Vous n'avez le droit qu'à regarder que les monstres qui sont dans votre semaine. Là, par exemple, on est le vendredi 10. Normalement, il faut barrer, mais j'ai retenu la leçon, les Legacy, je ne veux plus écrire sur mes cartes, donc j'ai pris en photo et je coche sur la photo sur l'ordinateur. Mais imaginons que j'ai battu, le lundi, j'ai peut-être battu le monstre du samedi. Aucun souci. Par contre, je ne peux vaincre que des monstres de la semaine. Tout simplement, j'ai 5 dés. Je dois faire un brelan. Là, j'ai fait 2-1. Si je réussis à tuer quelqu'un, je me le valide pour le samedi, pour le demain. J'ai fait 2-1. Un 6, un 5 et un 2, je regarde, j'ai un 1 ici, un 1 ici, un 3, un 4, un 5, un 6 et un 18. Et en fait, si je veux battre celui avec un bouclier de 1, il faut que je fasse un brelan de 1. Celui avec un 4, un brelan de 4. Et le boss 18, là, il faut cumuler tous les dés. La valeur des dés. Je vais relancer 3 dés. Hop. Et j'ai fait un 1, bravo, je le valide pour le samedi, parce que de toute façon, c'est dans 2 heures. J'ai fait mon brelan de 1, j'en avais pas encore fait. Et c'est tout. Vous avez votre petit marqueur qui est ici, une sorte de pins, mais avec un aimant, qui est en vrai un petit peu chiant, parce que si vous bougez juste le truc devant, l'aimant va pas bouger, et du coup, vous allez avoir l'aimant qui va tomber, parce que ça, vous l'aurez trop retiré. Donc vous êtes toujours obligé de bien soulever la feuille pour bouger en même temps. Donc il y a une bonne idée au niveau du matériel pour rendre un truc un peu esthétique, mais en vrai, c'est pas si fou que ça. Vous allez vous dire que c'est de la merde, il n'y a aucun gameplay. Et pour l'instant, oui, mais il y a un dé bleu.
Pour l'instant, il sert à rien. Pourquoi il est bleu? En fait, à chaque mois, vous allez avoir eh bien, des nouvelles petites règles qui vont se rajouter, un petit twist de gameplay pour rendre le truc un peu plus attractif. Pourquoi je vous en parle du coup rapidement? Parce que j'ai décidé de ne pas me spoiler. Au départ, je m'étais dit, bon allez, je lis toutes les règles, comme ça je peux vous donner un vrai avis. Mais en fait, non. J'ai envie d'y jouer vraiment tranquillement, de découvrir mois après mois ce qui va se passer. Donc pour l'instant, j'ai aucune idée de si c'est bien ou si c'est nul comme pour l'instant, parce que le mois de janvier est nul. Vous lancez 5D, vous faites un brelan et puis point barre. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai pas de chance. Je n'ai battu que 7 des 11 personnages, parce que je compte cette victoire-là. Je la compte. Donc voilà, c'est sur le Discord où je suis finalement, on fait tout ça en parallèle et puis on partagera nos scores mois après mois ou à la fin de l'année, etc. Donc c'est vraiment le truc à laisser au travail, vous faites une petite pause, vous lancez pendant 30 secondes vos dés et puis point barre. Je ne sais pas encore ce que ça vaut, mais c'était le parfait cadeau finalement pour un Secret Santa, mais je vous le présente un peu tard, mais c'est pas parce qu'on est le 11 janvier quand vous regarderez la vidéo que ça peut pas être acheté. Dans ce cas-là, vous allez faire une grosse session où vous allez lancer 11 fois les dés d'affilée pour rattraper votre retard. Voilà, donc il y a probablement des bonnes idées, mais pour l'instant, je n'en ai aucune idée. J'aime l'idée, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui arrive à tenir 365 jours, à réussir à tenir jusqu'à la fin. Est-ce que c'est bien ou pas? Quel Zogma ça aura? Eh bien, je vous le dirai peut-être en fin d'année, s'il y en a un qui est prévu pour l'année d'après. Allez, le dernier jeu, c'est un livre. Et oui, je vous le présente à l'occasion du tome 2 qui vient de sortir. Il s'agit de La Clé, le tome 1, Astoli, qui est écrit par Fanelia, et illustré par Fanelia et coécrit par Taharn, son compagnon. C'est quelque chose que j'ai acheté à Cannes. J'ai même fait une petite dédicace parce qu'en fait je l'ai offert à ma compagne. La Clé, c'est avant tout un super beau livre. Je vais vous montrer les images. C'est vraiment magnifique. Des super dessins. C'est assez fou ce qu'il y a dedans. Il y a une histoire. Il y a vraiment tout l'univers de La Clé qui est mis en place. Et ce qui est superbe, c'est que ce sont des alexandrins, ou en tout cas je crois que tout est en alexandrin, ou en tout cas un certain nombre de... avec des rimes, etc. Par exemple, la première double page, vous avez ce dragon, magnifique, avec un texte. C'est à l'aube des temps que Baryon vit le jour, son regard rougeoyant se posant tout autour. Des échos du néant bruissent sans arrêt, il sut qu'il existait autant qu'il s'éteindrait. Quand il s'envolait pour ne laisser que son ombre, des particules glissaient de ses ailes sombres, alors que sur sa crête on devinait les âges, le temps et les siècles épousaient les nuages. Moi j'adore la lecture comme ça, avec des vers, avec des rimes, le rythme, etc. Je trouve ça... Ah tiens, j'ai un truc de Stigmeria dedans, parce que j'avais récupéré aussi à Cannes, donc il faudra que je le mette dans mon truc. Moi je trouve ça très... le rythme, etc. J'adore lire, je trouve ça super. Et donc c'est un beau livre qui raconte une histoire, qui raconte un univers avec des dessins. Sauf que là, dans cette page que je viens de vous lire, avec ce texte, vous avez une énigme. Laquelle, à vous de trouver quelle est l'énigme. À vous de trouver qu'est-ce qu'on vous demande de chercher et quelle est la réponse à l'énigme. C'est quand même assez fou, un livre où vous ne connaissez pas l'énigme. En fait, le texte en lui-même donne des indices sur l'énigme et donne des indices sur la réponse. Est-ce que là, vous avez compris une énigme? Non. C'est un jeu qui se veut être une épopée sur des mois, des semaines, des années. Potentiellement un jeu qu'on n'arrivera jamais à terminer, mais il est terminable. Je trouve ça extrêmement dur. À dire vrai, pour l'instant, je n'ai réussi qu'à terminer cette double page que je vous ai lue. Il y en a une où je sens que je suis pas loin de la solution. Vous n'êtes pas obligé de les faire dans le sens, enfin vous pouvez les faire dans le sens que vous voulez, il faut juste terminer le premier chapitre avant d'attaquer le deuxième chapitre, etc. Le problème, c'est que il faut réussir à trouver les énigmes. Et là, vous regardez des dessins, des machins, des fois vous savez pas du tout ce que ça veut vous apporter, et quand vous avez la solution, vous n'êtes jamais sûr de la solution. Il n'y a pas une zone avec les réponses, etc. Si vous êtes en galère, sur le site internet, eh bien, il y a des indices. Il y a 2 indices que vous pouvez récupérer, mais même l'indice le plus fort ne vous apprend pas grand-chose quand même. Et puis donc, on vous conseille finalement d'aller rejoindre le Discord, parce qu'il y a des gens qui sont des acharnés, qui ont terminé le livre, qui connaissent toutes les réponses, et qui finalement, vous pouvez leur dire j'ai besoin d'aide pour telle double page, ou j'ai la solution, j'aimerais que quelqu'un me la confirme, et donc quelqu'un vous répondra s'il est dispo, pour que vous puissiez aller lui parler en MP. Moi, clairement, je l'ai fait après celle-là pour être sûr que je n'étais pas passé à côté de quelque chose. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait sur les autres énigmes où je planche? Parce que c'est quand même un peu chiant
d'aller déranger les gens, leur demander est-ce que vous pouvez me valider, ou d'avoir l'impression aussi un peu de passer pour un nul, hein, parce qu'il y a un peu une question de fierté dans les jeux d'enquête, et quand vous répondez un truc et que vous êtes totalement à côté des ponts, moi je me sens gêné, je me sens un peu mal à l'aise. Donc le fait de devoir déranger les gens toutes les 2 secondes, parce que bah, je sais telle page, puis 1 heure après telle page. Bon, du coup, ce qui fait que moi je suis pas allé très loin, parce que j'arrive pas à trouver les énigmes, ou j'arrive pas à être sûr de moi à 100%, et que j'ai pas envie d'aller parler aux autres. Mais si vous n'avez pas du tout cette histoire de gêne, allez-y, hein. Vous pouvez aller déranger les gens. En vrai, sur le Discord, ils sont quand même, sur le Discord donc de la clé, hein, ils sont quand même très très sympathiques et ils sont assez actifs pour répondre. C'est juste moi qui me crée cette gêne. Sinon, en soi, c'est une chouette idée. Un livre que vous laissez poser et vous planchez une demi-heure chaque jour et vous avancez peut-être dans vos enquêtes. Et à la fin, apparemment, il y a une sorte d'énigme générale quand vous avez trouvé tous les indices, donc il faut laisser une petite trace quelque part, bah vous avez un truc global. Je n'en sais pas plus, hein. Moi je ne suis pas très loin. Ils ont annoncé entre 30 et 40 heures de jeu. En vrai, j'ai mis 1 heure pour la première double page, allez, peut-être 40 minutes. Et il y a 140 pages, je crois qu'il y a combien de... Il y a combien d'énigmes 75, ouais, c'est ça, 75 énigmes. J'en ai réussi qu'une seule. Bonne chance. Il y a un tome 2 qui vient de sortir, qui cette fois-ci n'est plus en rime, en vers, etc., mais qui est plus une histoire. Un vrai livre à lire, entre guillemets, avec un début et une fin, mais encore une fois, avec toujours ce principe. Et puis, le petit truc bonus qui est rigolo, c'est que vous avez une petite lampe à UV, parce que oui, vous avez certains indices qui se trouvent avec cette lampe à UV. Alors, vous n'en avez pas sur toutes les pages, hein, donc vous avez passé plein de temps à faire comme ça, mais normalement, je peux vous en montrer une vite fait. Voilà, vous ne verrez rien, mais sur cette page-là, non, j'ai la flemme d'aller éteindre, mais par exemple, je vais essayer de zoomer 15 fois, mais je ne sais pas si vous voyez apparaître un truc ici. Hop, vous avez des petits indices. Alors c'est le côté un petit peu amusant avec la lampe à UV d'aller chercher. Voilà, là encore, je ne peux pas donner un Zeugma. Moi, cette difficulté, je trouve ça très frustrant. J'aimerais avoir quand même, quelque part, la réponse disponible sur un site sans devoir embêter des gens pour être sûr, mais en même temps, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de ce qui est voulu par les auteurs. Ils ne veulent pas que ça soit un jeu qui soit terminé en 1 semaine, ils veulent que ça soit un jeu qui soit une épopée. Hein, c'est un peu inspiré de la Chouette dorée, là où pendant des années, des gens ont cherché le trésor caché. Donc, et c'est vraiment pour des gens qui sont experts, mordus, etc. Donc, c'est pas tout à fait destiné, ça ne m'est pas tout à fait destiné, donc je ne peux pas donner un avis là-dessus, puisque je ne suis pas le public cible, mais les dessins sont beaux, ce qui est raconté, c'est superbe, et par contre, c'est un jeu d'énigmes pour vraiment des gros experts, ceux qui sont vraiment, qui ne pensent qu'à ça, quoi. Donc voilà, ça existe. En tout cas, ça reste un beau cadeau. Ça coûte quand même 40 balles, hein, donc c'est vraiment un beau cadeau. Et que j'avais fait à ma compagne, qui elle ne l'a même pas, même pas ouvert. Pourtant, elle adore les énigmes, hein, mais bon, je pense que le laisser ranger dans ma ludothèque, c'était peut-être pas la meilleure idée. Mais il faudra peut-être qu'on essaie d'y plancher un peu tous les deux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à laisser un petit commentaire. J'espère que ça vous aura plu, vous a appris des choses sur ces jeux, que je vous aurai un petit peu éclairé. Si jamais il y a un lien, il y a des liens affiliés en description pour vous procurer ces jeux. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.